Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron veut-il démissionner pour se représenter en 2032 ? BHL, deuxième partie de ma vidéo, fait le pitre en Ukraine. Mais avant de commencer ou de traiter ces deux titres, je voulais d'abord remercier tous mes fidèles qui ont permis le succès de cette chaîne. Nous prenons de plus en plus d'abonnés et puis à tous les nouveaux, bienvenue pour la réinformation. Je voulais aussi remercier Flo qui m'a donné un super 5. Sachez que tout cet argent que je touche sur YouTube ou des super 5, sont pas des sommes gigantesques, eh bien je l'aurais investi. Sachez que j'ai pris il y a quelques temps, vous l'avez vu, il y a des nouveaux, je peux montrer les documents, c'est un logiciel qui m'a coûté plus de 1000 €. Donc vous voyez, je réinvestis, c'est du bénévolat et croyez-moi, je suis très fier de servir une information de qualité. Voilà, alors on va commencer. Macron veut-il démissionner pour se représenter en 2032 ? Eh bien, ce n'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est tout simplement le journal Le Figaro. Un œil vers 2032, Macron tente de lever l'hypothèque qui pèse sur son mandat. Hypothèque, c'est un terme évidemment juridique. Cela signifie, il faut une traduction sur ce terme juridique, ça signifie tout simplement qu'il ne peut plus rien faire. Il n'a plus le pouvoir puisqu'il n'a pas la majorité au Parlement. Et lorsqu'on regarde un peu plus en bas de l'article, promis à une lente dévitalisation. Ce mot dévitalisation est aussi intéressant, il dit la même chose. Macron n'a plus les clés pour diriger la France. Alors, quelle est la stratégie de son entourage ou de lui-même? C'est tout simplement, peut-être, c'est ce qui est dit dans le Figaro, s'il démissionne, l'intérim sera assuré par le président du Sénat, cela serait alors considéré comme un mandat, et il pourrait donc se représenter aussitôt. Certains même pensent à 2027 ou 2032 parce qu'il est suffisamment jeune. Alors c'est très intéressant, parce que c'est ce que je vous avais dit avec François Bayrou. À partir du moment où Macron perd l'appui du MoDem pour sa réforme des retraites, et qu'il veut malgré tout passer en force, c'est-à-dire présenter cette réforme devant le Parlement, il est obligé d'utiliser un 49.3. Il se trouve qu'il n'a plus la majorité parlementaire pour voter cette réforme, et donc l'opposition présentera une motion de censure qui a toutes les chances d'aboutir. Et dans ces conditions, eh bien, il démissionnera. Il voudrait partir de cette façon-là. Et en même temps, je le comprends, parce que Macron est en train de récolter ce qu'il a semé, et ce qu'il est en train de récolter, ça risque d'être des pierres dans la figure. Donc, il serait peut-être temps pour lui de prendre la tangente. En tout cas, je vois cela comme ça. Eh bien, il suffit de regarder, de toute façon, les dossiers. Ils sont accablants pour Emmanuel Macron. Alors, je ne reviens pas sur la réforme des retraites, je viens d'en parler. Mais si on prend, par exemple, le grand remplacement qu'il nous a présenté, cela a suscité une véritable levée de bouclier. On a eu des sondages jusqu'à 80% en disant que les Français étaient contre. Quand on ajoute à côté, comme je l'en ai parlé dans ma vidéo précédente, l'insécurité, eh bien le bilan est véritablement désastreux pour Emmanuel Macron. Il ne pourra pas aller de fait divers en fait divers encore plus d'une année. Si on prend maintenant les pénuries d'électricité, d'énergie, que nous dit Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il peut continuer à nous culpabiliser en nous expliquant qu'il n'y aura pas de pénurie cet hiver si chacun joue son rôle ? Mais on aimerait, Monsieur le Président, que vous ayez joué le vôtre, puisque c'est vous qui avez fermé Fessenheim, c'est vous qui n'avez pas entretenu de nombreux réacteurs et qui fait que notre parc nucléaire français est en très mauvais état. Et comme le dit très bien Philippe Murer, a-t-on déjà eu des élites aussi imbuables dans notre histoire ? Ils nous rejettent systématiquement la faute. Eh bien, j'ai appris avec Emmanuel Macron, puisque c'est notre faute, que nous avions la main mise sur la politique nucléaire de la France. Bon, c'est du foutage de gueule. Mais regardons un petit peu Emmanuel Macron sur les autres pénuries. C'est lui qui organise la pénurie. Il nous explique qu'il va falloir réduire de plus de 40% notre dépendance à l'énergie. Nous devons baisser notre consommation énergétique de 40%. Autrement dit, il est en train de diriger la France vers la décroissance. Vous imaginez ce que cela signifie pour nos chefs d'entreprise, nos petites et moyens chefs d'entreprise. Je ne parle pas des grands patrons des multinationales qui suivent l'agenda de Davos. Non. C'est tout simplement la fin. Il ne faut pas se leurrer, c'est littéralement la fin de notre industrie. D'ailleurs, cela entraîne en ce moment des catastrophes. Et regardez un petit peu ce que titre aussi le Figaro. C'est Philippe Erlin qui m'a permis d'avoir accès à ce document.
vous imaginez que les producteurs agricoles, ils ont des telles augmentations du prix de l'énergie, de 350% et de 380% en un an, que c'est en train de couper la production. Emmanuel Macron, avec la politique européenne, sont en train de nous entraîner vers des famines. Et à tel point d'ailleurs que les paysans eux-mêmes sont très inquiets, ils nous indiquent qu'il faut absolument réagir très rapidement, il faut un pacte de souveraineté, il faut absolument permettre aux paysans de ne pas avoir de l'inflation énergétique, parce que pour le coup, il y aurait un effondrement de notre production, et s'il y a un effondrement de notre production dans toute l'Europe et dans de nombreux pays, eh bien là pour le coup, nous aurons faim. Voilà, Emmanuel Macron, c'est lui qui va faire face à ses propres mesures, à sa propre politique. Est-ce que vous le voyez se déjuger? Non, il ne se déjugera pas. Il préférera fuir comme Louis XVI à Varennes plutôt que d'assumer les responsabilités de ses actes. D'autant plus qu'il arrive des scandales inouïs, et c'est un livre que sur lesquels j'ai travaillé puisque j'ai écrit un article, La santé en bande organisée. Cet article, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur mon blog ou sur mon fil Twitter. Il a été écrit par Anne Jouan, qui est journaliste au Figaro, et par le professeur Christian Richer. Qu'est-ce qui nous explique? Eh bien, qu'il y aurait des collusions entre le politique, le monde de Big Pharma et les médecins. Bon, c'est pas une nouvelle, mais c'est très détaillé. Il y a des accusations très précises, et notamment contre Emmanuel Vargon et contre Martin Hirsch. Il se trouve que le professeur Chabrière de l'IHU de Marseille nous indique on aura bientôt des nouvelles sur les gens sur lesquels le professeur Raoult a porté plainte, et nous avons exactement qui dirige les fake made. Et puis nous avons appris de Greg de Je suis pas content qu'il a aussi une information très importante sur un personnage de la santé en France. Cela s'enchaîne, des scandales sur scandales. Alors, on pourrait aussi vous montrer que, bien, on est en train de faire le bilan des confinements et que cela a évidemment engendré une augmentation des suicides chez les jeunes. Et à un moment donné, il y aura certainement des enquêtes. Ils ne pourront pas continuer comme ça. Le sénateur Alain Houpert nous a aussi expliqué que les sénateurs français ont conscience que la démocratie française a été fortement abîmée par Emmanuel Macron, qu'il a nommé des gens qui ne devraient pas être à certains postes et qu'il va falloir absolument faire en sorte de retrouver notre démocratie, qu'il faut virer en quelque sorte tous ces gens-là. Et je voudrais aussi parler d'un article qui a été publié dans la presse australienne nous expliquant qu'il y avait une augmentation très mystérieuse de la mortalité en Australie. Alors moi je ne sais pas du tout, tout le monde on ne sait pas. Bon, je pense qu'on pense tous la même chose, on sait exactement pour quelle raison, puisque cette augmentation de la mortalité apparaît partout. Qu'est-ce qui a bien pu la provoquer? Eh bien là encore, Macron devra certainement répondre de cela, parce que ça sortira aussi dans la presse française. Alors, vous comprenez bien qu'il est littéralement encerclé, qu'il ne peut plus se défendre, et c'est pour cette raison qu'il lâche ce ballon d'essai dans le Figaro, qui est quand même assez proche du pouvoir. On parle de 2027, de l'élection de 2032, et qu'il voudrait retrouver un élan, donc prendre le temps d'un programme, etc. Mais tout le monde a compris que s'il démissionnait, il ne reviendrait jamais au pouvoir, parce que les dossiers sortiraient. Remarquez qu'il pourrait aller se reposer à Saint-Barth avec tout l'argent qu'il a gagné chez Rothschild. Vous savez de quoi je veux parler. Il pourrait passer une retraite très tranquille, notre ami Emmanuel Macron. Je crois que d'ailleurs, je vois à peu près ce que vous pensez à ce moment-là. Vous n'avez pas véritablement envie qu'il ait une retraite tranquille. Nous sommes d'accord. Voilà, donc, démission d'Emmanuel Macron. Je vous ai proposé les pièces du dossier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. BHL fait le pitre en Ukraine. Nous avons l'habitude de BHL, il aime poser en chemise blanche sur tous les théâtres de guerre du monde. Et oui, son truc à lui, c'est d'être ridicule pour la postérité, parce qu'à chaque fois qu'il nous ramène des photos, ce sont des grands éclats de rire. Eh bien, encore une fois, en Ukraine, des clichés qui nous ont bien amusés. Alors, quand on regarde cette photo, on ne connaît pas bien le hors-champ. Le hors-champ, c'est ce qui n'apparaît pas à l'image. Où est BHL? Eh bien, on ne sait pas. Ce que l'on voit par contre sur l'image, c'est deux combattants qui ont l'air de viser un ennemi. Remarquez qu'ils ne sont que deux sur un front de guerre, derrière un remblai, comme s'ils étaient dans une tranchée. Alors, tout cela est ridicule quand on regarde les arbres qui sont derrière, parce que
sachez que s'il y a un théâtre d'opération, il y a énormément d'obus, et s'il y a des obus, les armes ne devraient pas être de cette manière-là. Ensuite, c'est combattante, je dis bien combattante parce qu'elle porte des baskets, et puis que la première a une chemise, elle a des chaussettes roses, elle a une queue de cheval, et que la deuxième a l'air d'être strictement identique à la première. Est-ce qu'elle aurait été dupliquée? Je remercie Philo qui a eu cette petite idée. En tous les cas, elles sont en train de viser quelqu'un, ces deux combattantes, sans casque. Eh bien, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Peut-être qu'elles visent des gamins en train de jouer au foot. On a l'habitude avec BHL de ces photos entièrement bidonnées. En tout cas, BHL, qui fait la guerre en mocassin et chemise blanche, a l'air d'être très concentré sur la guerre. Oui, il a l'air d'être très concentré. En fait, quand je dis sur la guerre, on dirait qu'il reluque le derrière de la jeune fille. C'est ce qui a évidemment provoqué l'hilarité sur les réseaux sociaux. Alors, comme je vous l'ai dit, BHL, eh bien, c'est le roi du trucage. Vous vous souvenez peut-être de Sarajevo, où il était passé pour un héros, il est allé vraiment au contact de la guerre, et puis un photographe du Canard enchaîné qui était pas loin, avait démystifié l'héroïsme de BHL. En fin de compte, il y avait des gens qui passaient derrière ce mur. Nous n'étions pas dans la guerre. Tout cela, c'était du montage photo. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui n'a strictement aucune crédibilité. Et alors, je vais vous montrer maintenant une deuxième photo et vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo. Qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit toujours cette combattante, cette même combattante que l'on reconnaît. Elle n'a toujours pas de casque, elle a l'air de viser quelqu'un. Ils sont couchés sur la paille, certainement pour échapper aux balles qui sifflent des Russes. Et puis, comme d'habitude, BHL est posé sur le sol en chemise blanche et mocassin. Quel guerrier ce BHL, il se prend vraiment pour le André Malraux du 21e siècle. Et qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez trouvé? Ben oui, le photographe. Il est debout, lui, il n'a pas l'air de craindre les balles russes. Voilà, bon, chaque fois c'est la même histoire. Et ce que l'on a envie de dire, c'est que c'est de la propagande masse-ficelée, c'est grossier comme propagande. Il suffit de regarder un cliché et on s'aperçoit de suite que quelque chose ne va pas, que tout ça c'est de la mise en scène grotesque. Eh bien, tous ces éléments devraient disqualifier BHL pour être un intervenant crédible sur un plateau de télévision. On devrait lui dire, bon, vous aimez bien faire le pitre, mais sortez de là, nous ne pouvons pas vous interroger, vous n'êtes pas crédible. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. BHL, emblématique de la pire propagande, c'est celui qui devient témoin moral sur LCI ou sur CNews. Il y a quelque chose de véritablement pourri dans le monde journalistique. D'autant plus qu'il va raconter littéralement n'importe quoi. Il va même dépasser la propagande de Zelensky. J'imagine le type qui fait de la propagande pour Kiev qui se dit mais qu'il arrête de dire n'importe quoi, il est en train de nous mettre en porte-à-faux par rapport à notre propre discours. En effet, il nous explique que l'armée russe est en recul de partout. Alors, où a-t-il pris cette information? Parce que quand on va vérifier sur les sites du ministère kievien, quand on va lire la presse anglo-saxonne et notamment américaine. Alors, il faut bien dire que les Américains ne font pas de la propagande comme en France. Vous avez des intervenants qui pèsent le pour et le contre. En France, c'est strictement interdit. Nous sommes devenus les champions du monde de la propagande pro-kievienne. Donc les Américains disent pas du tout, c'est stabilisé sur toute la ligne de front. Il y a juste un point de fixation où il y a des combats qui font rage, c'est sur la ville de Liman. Voilà ce que nous apprenons dans les médias américains. Ah bah non, selon BHL, non, c'est un recul de partout. Il nous annonce aussi que l'armée russe s'est littéralement effondrée. Alors, là encore, il faudrait peut-être qu'il aille regarder dans les hôpitaux kieviens, parce que j'ai pas l'impression que les soldats kieviens aient l'impression que l'armée russe s'est véritablement effondrée. Nous avons des témoignages qu'il y a des combats violents, comme je viens de le dire, mais qu'il y a de très nombreux morts. D'autant plus que cette idée d'effondrement, vous savez que dans une information, il y a une symétrie de la propagande, donc si on dit que l'armée russe s'est effondrée, c'est qu'il y a peut-être un effondrement du côté ukrainien, vous voyez, c'est pour cacher évidemment la vérité du côté kievien. Et nous avons vu de très nombreux témoignages de soldats ukrainiens qui disent qu'ils ne veulent plus se battre. Alors vous voyez, cette grande offensive de Kherson, qui a coûté énormément de vies, où les unités kieviennes, notamment les Povga, ont été broyées par l'artillerie russe, eh bien on essaie de nous dire « Ah non, c'est de l'autre côté ».
Voilà, hein, donc c'est toujours cette énorme machine de propagande dans laquelle BHL a un rôle. D'ailleurs, ceux qui ont écouté Régis Le Saulnier, qui était grand reporter à Valeurs Actuelles, je crois, nous a démonté la propagande BHL en 2 coups de cuir à peau. Lui, il était vraiment du côté russe. Il nous a expliqué que les combats faisaient rage et qu'il n'y avait strict que ce que disait BHL, c'était véritablement n'importe quoi. Or, c'est ce côté, l'armée russe s'effondre, on l'a un petit peu entendu du côté de von der Leyen. Elle nous a expliqué, la présidente de la Commission européenne, que les Russes volaient les puces des machines à laver. Alors, pour quelle raison les Russes volent-ils les puces à laver? Pour les mettre sur les missiles et sur leurs avions de haute technologie. Est-ce qu'une puce de machine à laver peut être réutilisée sur un missile ou sur un avion de haute technologie? Alors là, permettez-moi d'en douter. Si quelqu'un a une information là-dessus, qui n'hésite pas à me le dire, parce que ce que j'ai regardé en me disant non, c'était pas du tout les mêmes puces. Bon, bah écoutez, si je me suis trompé, dites-le moi, mais je n'ai pas trouvé une information allant dans ce sens. Enfin, il y a une troisième information qu'il va falloir débunker, c'est la fameuse mobilisation de l'armée russe. Moi, quand j'écoute LCI ou CNews, j'ai compris que Vladimir Poutine appelait à la conscription, à la mobilisation générale. Je vérifie l'information et je m'aperçois, non, c'est pas ça. Non, Vladimir Poutine demande la mobilisation des réservistes. Les réservistes, ce sont des gens qui ont servi sur différents types d'opérations, notamment en Syrie, et qui sont appelés. Alors pourquoi l'armée russe appelle ces réservistes? C'est pour dégager des unités de combat. Si vous mettez des réservistes à l'arrière, notamment tout ce qui est dans les transmissions, etc., bah, vous permettez à tous ceux qui gardent en quelque sorte l'artillerie, les centres de transmission, bah, d'envoyer des troupes sur le front. Donc, ces réservistes vont avoir une formation militaire et seront envoyés à l'arrière du front pour pouvoir justement permettre à la Russie de grossir ses effectifs. Eh bien, ça devrait être une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Eh bien non, ça nous est présenté comme un signe de l'effondrement. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une information, on essaie de la distordre, on essaie de trouver un angle pour faire croire que l'ennemi est toujours dans une situation tragique. N'oublions pas qu'en Ukraine, ils ont appelé un nombre incalculable de fois des classes d'âge, qu'aujourd'hui, vous avez jusqu'aux femmes qui sont, comme le montre d'ailleurs la photo de BHL, qui sont sur le front. Autre élément, c'est que la télé française nous a expliqué que depuis que Poutine avait appelé à cette conscription, qui n'en est pas une puisqu'il appelle les réservistes, eh bien tous les jeunes russes fuyaient, qu'il y avait des files d'attente vers les Pays-Bas, la Finlande et Dieu sait quoi. On sait aujourd'hui que c'est entièrement faux. Et pourquoi c'est faux? Pour aller en Finlande, dans les Pays-Bas, dans l'Union européenne, il faut un passeport. Qui a annulé tous les visas pour les Russes? Bah, c'est l'Union européenne. Comment voulez-vous que les Russes viennent chez nous s'ils n'ont pas de visa? Autrement dit, la politique a consisté à fermer les visas pour la Russie, eh bien, peut-être sert les intérêts de Vladimir Poutine. On nous a expliqué qu'il y avait de très fortes manifestations, de très fortes tensions dans la Russie face à cette mobilisation des réservistes. Eh bien, cela prouve, s'il y a évidemment, j'ai eu des contacts, j'ai regardé un petit peu, je suis allé voir la vidéo de Régis de Castelnau, avec Jérôme Ferrara, il avait un intervieweur, j'ai vu différentes choses, ils nous ont tous dit oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette décision de Vladimir Poutine, il y a des débats dans la société russe, bon c'est un peu tôt pour savoir si vraiment il y a un mouvement de fond, et surtout ils ont expliqué que c'est une minorité de Russes qui n'ont pas envie d'aller au front. D'autant plus que ça ne concerne pas les jeunes. Les jeunes que l'on voyait manifester, ça ne les concerne pas, puisqu'on n'appelle pas les conscrits les jeunes générations. Donc tout ça, c'est une énorme manipulation. Par contre, et ça je pense qu'il faut que les Occidentaux comprennent bien, qu'il y a des gens qui ont Internet, qui vont voir un petit peu les médias français, etc. Ça passe en Russie. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une russophobie d'un niveau stratosphérique. Une haine, une propagande. Moi, si j'étais Vladimir Poutine, je passerais tous les soirs un quart d'heure de LCI sur les chaînes russes. Et là, je pense qu'il aura toute sa population derrière lui. Une haine, un niveau de haine contre la population russe qui dépasse l'entendement. Quand vous commencez à empêcher un musicien, parce qu'il est russe, de jouer, quand vous empêchez un cours sur Dostoïevski, quand vous faites
tout ce genre de choses, eh bien, vous faites en sorte que la population se resserre derrière son président, ni plus ni moins. Donc en fin de compte, toute cette propagande anti-russe est évidemment contre-productive et elle ne sert pas les intérêts de la paix. Parce que je pense que l'objectif de tout le monde, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. C'est le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, il y a de très nombreuses personnalités qui sont en train de dire on arrête tout, on est en train de détruire notre économie, on n'aide pas plus l'Ukraine, on a dépensé 85 milliards, il y a eu des dizaines de milliers de morts, peut-être bien plus, je ne connais pas le bilan exact parce que les chiffres sont évidemment très aléatoires d'une source à l'autre. Eh bien, on ne sert pas les intérêts de la paix, on fait en sorte de toujours d'aller plus vers la guerre. Et qu'est-ce qu'on a entendu ce week-end? On a entendu Macron demander de faire la guerre, Biden de faire la guerre, et évidemment, notre ami Ursula s'oppose aux appels à un cessez-le-feu. Voilà, il faut absolument que les gens meurent, qu'il y ait davantage de destruction, qu'il y ait davantage de misère, que nous ayons froid cet hiver. Il ne faut pas céder. Et mais céder quoi, en fin de compte? Juste permettre peut-être à des populations d'origine russophone de pouvoir vivre tranquillement et ne pas recevoir des bombes ou des obus à Noël, comme c'est encore arrivé la semaine, dans les jours précédents, ma vidéo. Voilà, donc il y a véritablement des gens qui ont un agenda, et vous le connaissez, ce sont vraiment des gens très très inquiétants. Alors, pour finir cette vidéo, on va un peu se détendre, on va regarder un très beau cliché de BHL. Moi, celui-là, c'est mon préféré. Honnêtement, c'est mon préféré. Le sultan dans son harem avec Ariel Dombal. Cette photo, c'est le sommet du kitsch, du mauvais goût, de tout ce que vous voulez. BHL, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui nous surprendra toujours. Et c'est pour cette raison que BHL me semble indispensable. Il est tellement dans la propagande, il est tellement dans le, j'ai envie de dire, dans le n'importe quoi. Eh bien, il est en quelque sorte une boussole qui nous indique exactement où est le bien, où est le mal. Quand BHL soutient une cause, on sait qu'il y a derrière les Américains, qu'il y a l'OTAN, qu'il y a des intérêts financiers gigantesques. BHL, on a appris qu'il ne travaillait pas pour rien et que ça ne pouvait pas être le camp du bien. Eh bien, continuez, monsieur BHL, à nous distraire, continuez à nous indiquer où est le bien du mal. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye!